Je vous ai manqué, hein. Vous êtes contents, pas vrai? De me voir comme ça 2 fois de suite en 2 semaines, quel plaisir, hein. Donc me revoilà pour vous enquiquiner encore une fois sur les questions européennes. En tout cas, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en vacances avec votre famille. Pour ma part, vous le voyez, le décor a un petit peu changé. Je suis chez mes parents pour les fêtes. Donc je m'excuse d'avance si vous ne retrouvez pas vos repères dans le décor. En tout cas, je ne sais pas si vous le voyez, mais il y a un chat qui dort juste là. Bon alors, sauf si vous avez de sacrés problèmes de mémoire, vous devez vous en souvenir, la semaine dernière, on a parlé de la présidence française du Conseil de l'Union européenne après la conférence de presse d'Emmanuel Macron sur ce sujet. Cette présidence française, elle va commencer le 1er janvier, donc dans quelques jours, et donc, avant que ça démarre, eh bien nous on va faire un point sur ce que c'est que le Conseil de l'Union européenne en tant qu'institution pour voir son rôle, son fonctionnement et ainsi vous permettre peut-être de mieux comprendre un petit peu comment toutes les institutions européennes, en tout cas les plus importantes, fonctionnent entre elles et quelle est la répartition des rôles. On l'a déjà fait pour le Conseil européen, pour le Parlement européen et la Commission. Il ne manquait plus que le Conseil de l'Union européenne que j'ai snobé pendant près de 4 ans. Et donc je remédie à cette situation dramatique en vous parlant aujourd'hui de cette institution. Premièrement, on va revenir sur une confusion qui est très régulière, notamment dans les médias qui ne sont pas spécialisés sur les questions européennes, à savoir la confusion entre le Conseil de l'Europe, le Conseil européen et le Conseil de l'Union européenne. Et ensuite, le Conseil de l'Europe, c'est une institution européenne qui ne sert pas à grand-chose et qui est présidée par un monsieur qui s'appelle Charles Michel. Ah! J'en avais déjà parlé dans la vidéo sur le Conseil européen qui date un petit peu aujourd'hui. Eh bien, les Européens qui manquaient certainement d'inspiration ou qui avaient tout simplement envie de faire franchement chez le monde, ont décidé de donner des noms similaires à des institutions qui pourtant n'ont pas grand-chose à voir entre elles. Ainsi, par exemple, le Conseil de l'Europe, eh bien, c'est une organisation internationale qui n'a rien à voir avec l'Union européenne. Le Conseil de l'Europe, organisation internationale à part entière, est composé de 47 membres, ce qui va bien au-delà de l'Union européenne, puisque par exemple, on y retrouve la Russie, la Turquie et le Royaume-Uni qui y est toujours. Alors bien sûr, les 27 États membres de l'Union européenne sont membres du Conseil de l'Europe de manière individuelle, mais ça s'arrête là. En ce qui concerne les missions du Conseil de l'Europe, eh bien, c'est une organisation internationale qui défend les valeurs de démocratie et d'état de droit, et notamment des droits fondamentaux, puisque vous connaissez très certainement la Cour européenne des droits de l'homme, qui du coup défend ce qu'on appelle la Convention européenne des droits de l'homme, un texte juridique assez fort au niveau européen, mais sens large. Le Conseil européen et le Conseil de l'Union européenne sont pour leur part des institutions faisant partie de l'Union européenne qui est elle-même une organisation internationale un peu sui generis, un peu hybride, bizarre. Pour en revenir au Conseil européen et au Conseil de l'Union européenne, eh bien là aussi ce sont deux institutions qui sont complètement distinctes dans l'ordre juridique de l'Union européenne. Leur seul point commun, eh bien, c'est qu'elles représentent les États membres. Le Conseil européen, je vous l'ai déjà dit, c'est l'institution qui représente les chefs d'État et de gouvernement. C'est notamment là, par exemple, que siège Emmanuel Macron. Parce que c'est notre projet! Le Conseil de l'Union européenne, qu'on appelle aussi le Conseil des ministres de l'Union européenne, eh bien c'est là que siègent les membres des gouvernements des 27 États membres. Et donc on va revenir plus en détail sur celui-ci. Alors le Conseil de l'Union européenne, eh bien c'est une des 4 principales institutions de l'Union européenne. Il a un rôle super important puisque au même titre que le Parlement européen, eh bien le Conseil de l'Union européenne est ce qu'on appelle un co-législateur. C'est lui qui, une fois que la Commission européenne a proposé un texte, puisque je vous le rappelle, seule la Commission européenne peut proposer des textes, eh bien le Conseil avec le Parlement européen auront un rôle pour modifier le texte par la voie d'amendement ou pour adopter le texte ou bien encore le rejeter. Pour en faire donc un super gros raccourci, eh bien le Conseil de l'Union européenne est un petit peu le Sénat français. Puisque effectivement, eh bien, les textes font une navette entre le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne. Mais les points communs s'arrêtent complètement ici. D'ailleurs, si les juristes ou même les constitutionnalistes m'écoutent, ils auront envie de me foutre une claque pour vous avoir dit ça.
Mais pour mieux comprendre le fonctionnement purement législatif, les navettes, comment ça se passe entre les institutions pour faire la norme européenne, eh bien je vous conseille de regarder la vidéo qu'on a fait à ce sujet qui est complètement dédié au parcours d'un texte au niveau européen dans les institutions. Donc c'est juste en haut, comme d'habitude. Alors, selon les traités, le Conseil de l'Union européenne, en plus d'être co-législateur, a également une fonction de définition des politiques et un rôle de coordination. Par exemple, c'est le Conseil de l'Union européenne qui donne mandat à la Commission européenne pour que celle-ci puisse négocier des accords commerciaux. Donc ça veut dire que c'est le Conseil de l'Union européenne qui donne les objectifs, les lignes rouges, etc. et toutes ces choses-là à la Commission qui, elle, doit respecter ce mandat pour négocier. C'est pour ça que quand j'entends certains nous dire que la Commission européenne a tous les pouvoirs, notamment sur les sujets commerciaux, eh bien c'est faux. Vous êtes folle là, vraiment. C'est également le Conseil de l'Union européenne qui a donné le mandat de négociation du Brexit à Michel Barnier, qui a du coup donné les objectifs, encore une fois les lignes rouges, etc. lorsque celui-ci était négociateur pour l'Union européenne du Brexit et non pas candidat à une pseudo-primaire qu'il a finalement perdue. RIP. Petit ange parti trop tôt. En matière d'affaires étrangères, le Conseil de l'Union européenne a également pas mal de prérogatives qu'il exerce en lien avec le haut représentant qui lui est membre de la Commission européenne et qui du coup gère les questions des affaires étrangères. Donc c'est le Conseil de l'Union européenne qui émet de temps en temps des sanctions, comme ça a pu être le cas contre le régime de Loukachenko en Biélorussie. Là encore, on a fait une vidéo là-dessus, je vous mets juste au-dessus. Ou alors quand il y a des sanctions à l'égard de la Russie. Le Conseil, comme je le disais tout à l'heure, peut être aussi appelé Conseil des ministres de l'Union européenne. Alors, ça n'a strictement rien à voir avec nos conseils des ministres que l'on connaît en France. Oubliez ça tout de suite. Comme je vous le disais, le Conseil de l'Union européenne est composé des ministres des 27 États membres en fonction des thématiques abordées. En gros, il existe 10 formations du Conseil de l'Union européenne. On a par exemple un Conseil des affaires générales qui lui s'occupe un petit peu de la mission de coordination entre tout le Conseil. On a un Conseil environnement où tous les ministres de l'environnement des États membres se pointent. Pareil, un Conseil affaires étrangères, un Conseil agriculture et pêche, un conseil éducation, jeunesse, culture, audiovisuel et sport. On a un conseil emploi, politique sociale et de santé, un conseil affaires économiques et financières, et ainsi de suite. Et donc en gros, à chaque fois, ce sont les ministres compétents qui vont se pointer dans le conseil pour aborder les thématiques très particulières. Et ce sont les ministres compétents issus de l'État membre qui assurent la présidence tournante, cette phrase était longue, qui vont présider ces réunions. Donc très concrètement, à partir de janvier 2021, ce sera Barbara Pompili qui présidera le Conseil environnement. Ce sera Éric Dupond-Moretti ou Gérald Darmanin qui présideront les réunions du Conseil justice et affaires intérieures. Clément Beaune, qui est secrétaire d'État aux affaires européennes, lui va présider les réunions du Conseil des affaires générales. Et ça, ainsi de suite, pour toutes les formations du Conseil qui sont au nombre de 10, je vous le rappelle. Avec la présidence tournante, comme je vous le disais la semaine dernière, eh bien l'État membre qui l'assure a une mission purement administrative puisque c'est lui qui va organiser toutes les réunions du Conseil pendant les 6 mois qui viennent. Mais il y a également un rôle très politique puisqu'il pousse certaines de ses priorités dans l'agenda. Mais il va aussi avoir un rôle de médiateur dans le cadre des négociations pour essayer de trouver des compromis. Alors vous vous en doutez, seuls les ministres ne peuvent pas tout faire. Et ce n'est pas non plus leur cabinet ministériel qui peuvent tout gérer puisque gérer les affaires européennes et gérer en plus les affaires intérieures, c'est un petit peu compliqué. Du coup, il y a un énorme travail préparatif qui est effectué en amont de chaque réunion du Conseil. Et ça, c'est géré par ce qu'on appelle le COREPER, qui veut dire Comité des représentants permanents des gouvernements des États membres de l'Union européenne. Ouais, c'est long, donc COREPER quoi. Il faut savoir que chaque État membre de l'Union européenne a une représentation permanente à Bruxelles, composée de diplomates ou de fonctionnaires, et c'est eux qui sont au sein du COREPER et qui bossent les dossiers avant du coup d'arriver à une étape un peu plus finale lorsque les ministres se pointent pour faire les dernières négociations.
Le Conseil, vous l'aurez peut-être un petit peu deviné, eh bien c'est l'antre où les intérêts nationaux sont défendus par les gouvernements. Ce qui donne souvent lieu à des discussions acharnées entre ces derniers. Sinon, c'est pas drôle. Donc les discussions peuvent être longues, difficiles, mais à la fin, on essaye quand même d'arriver à un compromis, puisque je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, l'Union européenne est plus une histoire de compromis que d'opposition bête et méchante comme ce qu'on peut retrouver en France. Cependant, les compromis, eh bien, on ne les trouve pas toujours, ce qui explique que parfois, sur certains dossiers, eh bien, ça peut rester bloqué des semaines, des mois, voire des années. À titre d'exemple, la mise en place d'un instrument relatif aux marchés publics internationaux pour permettre à l'Union européenne de réagir lorsque des États tiers n'ouvrent pas suffisamment les marchés publics aux entreprises européennes, alors qu'à l'inverse, l'Union européenne est très ouverte, eh bien, cet instrument-là a été bloqué pendant des années au sein du Conseil et vient tout juste d'être débloqué et commence du coup à avancer dans le cadre de négociations entre les différentes institutions. Ce qui m'amène désormais à parler de la question du vote. Comment ça se passe au sein du Conseil lorsque on veut adopter un texte, puisque je vous le rappelle, le Conseil est co-législateur au même titre que le Parlement européen. Alors là où au Parlement européen c'est très simple puisque c'est à la majorité absolue, eh bien au Conseil généralement le vote se déroule à la majorité qualifiée. Alors qu'est-ce que c'est que la majorité qualifiée? Eh bien il faut que 55% des États membres qui représentent 65% de la population européenne au moins adoptent le texte. A l'inverse, il existe également une minorité de blocage qui nécessite d'avoir 4 États membres qui représentent au moins 35% de la population européenne. Ce mode de fonctionnement peut expliquer en partie, c'est pas évidemment la seule explication, mais la création de groupes un peu alliés au sein de l'Union européenne. Donc on retrouve par exemple les frugaux avec la Suède, les Pays-Bas, le Danemark et l'Autriche, qui sont souvent ceux qui sont très réfractaires au niveau budgétaire, ou encore le groupe de Visegrad qui est pour sa part composé de la République tchèque, de la Pologne, de la Hongrie et de la Slovaquie, qui eux sont connus pour être plutôt anti-immigration. Autre chose, eh bien les votes au sein du Conseil sont publics lorsque le Conseil de l'Union européenne agit en qualité de co-législateur. Vous pouvez trouver du coup tous les résultats des votes sur le site du Conseil de l'Union européenne qui est plutôt bien foutu. Et il existe aussi dans certains cas des votes à l'unanimité, mais je ne vais pas rentrer dans le détail puisque c'est des cas très particuliers. En matière de construction de la norme législative, il faut savoir que le Conseil, au même titre que le Parlement européen ou la Commission, participe à ce qu'on appelle des trilogues, ce qui sont des réunions de négociations inter-institutionnelles, donc entre ces trois institutions, pour permettre d'avancer rapidement sur un texte, trouver un compromis avant qu'il soit voté au Conseil et au Parlement européen. Et donc, dans le cadre de ces négociations, eh bien, il y a un représentant du Conseil qui va être présent pour du coup pousser les positions du Conseil de l'Union européenne dans le cadre des négociations. Voilà en gros pour le Conseil de l'Union européenne. Je crois avoir fait le tour de cette institution pour vous expliquer son rôle et son fonctionnement. Si vous avez des questions, eh bien n'hésitez pas à les poser en commentaire. Comme d'habitude, je me ferai une joie d'y répondre. Ou alors de venir sur notre Discord pour qu'on puisse en discuter dans la joie et la bonne humeur. En attendant, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. J'espère que vous passerez de bons moments en famille. Et pour ceux qui sont malheureusement touchés par le Covid, puisqu'il y a de plus en plus de cas positifs, eh bien, je vous souhaite plein de courage et je vous envoie tout mon soutien parce que c'est pas évident de passer les fêtes dans ces conditions. Faites attention à vous et du coup, je pense que nous, on se retrouve l'année prochaine. À bientôt sur WIP, des bisous.